Bienvenue à tous en cette matinale Tessie. Voilà, on va commencer, on va pas trop tarder à commencer quand même parce qu'on a un ordre du jour relativement chargé aujourd'hui. Donc, avant de nous présenter, je vais vous dire, vous rappeler quel est le thème de ce webinaire aujourd'hui. Donc, le contrôle documentaire et la lutte contre la fraude. Où est-ce que vous en êtes? L'idée est de vous faire un état de l'art des différentes techniques et des cas d'usage dans la banque, l'habitat et la santé. Alors la fraude, c'est un sujet d'actualité, j'y suis pour rien. Ces derniers jours, on a vu que le sujet fraude au global en France, qu'elle soit sociale, fiscale ou autre, est remonté sur le devant de la scène. Ça ne veut pas dire qu'il est nouveau, ce sujet, mais en tout cas, on en parle un peu plus, donc c'est un sujet d'actualité. Et derrière ces fraudes, qu'elles soient sociales, fiscales ou autres, il y a très souvent de la fraude documentaire. Donc on est pile poil dans un sujet d'actualité, le contrôle documentaire et la pierre angulaire de bien des luttes contre les différents types de fraude. Et vous verrez, on verra que donc après avoir décrit les différentes techniques et des cas d'usage, on verra que eh bien, finalement, on se posera la question, est-ce que la meilleure façon de faire du contrôle documentaire, ce n'est pas tout simplement de ne pas contrôler le document? Alors ça paraît un petit peu bizarre, ça ne veut pas dire qu'il ne faut rien faire, mais on verra de quoi, il retourne. Donc, quelques mots rapidement sur Tessie, qui on est, pour les gens qui ne nous connaîtraient pas ou peu. Tessie, c'est une entreprise de 13 000 personnes dans une quinzaine de pays. C'est plus de 500 millions d'euros de chiffre d'affaires avec une croissance à deux chiffres. Et notre métier, Business Process Services in a Digital World, résume pas mal ce qu'on fait. On externalise les processus métiers de grands clients bancaires, assurances, santé, administration, dans l'habitat, et j'en passe. Et on marche sur deux jambes. Une jambe, c'est des technos. On a une partie éditeur avec 250 personnes bien dédiées au développement et à l'édition de solutions, notamment justement dans le contrôle documentaire, mais évidemment pas que, dans la GED, dans des solutions spécifiques à la santé, dans la confiance numérique, l'archivage et autres. Et puis la deuxième jambe, c'est la relation client au sens large, du front au back-office, avec donc des milliers de personnes réparties dans des centres un peu partout en France et dans le monde, pour traiter des opérations de la plus simple à la plus complexe, je dirais en complément des technologies qui sont là pour numériser, contrôler, etc. Donc voilà notre métier, et voilà qui on est. Je vais donc me présenter un petit peu plus. Je suis Jean-Christian Valette, je suis responsable marketing sur le marché des banques. On est organisé par verticale. Et donc, je suis accompagné aujourd'hui, on vous présente ce webinaire à trois. Je suis accompagné de Romain et de Emmanuel, que je laisse se présenter. Bonjour à toutes et à tous. Donc, Romain Leformal, j'ai en charge les activités marketing sur le marché de l'immobilier et plus particulièrement de l'habitat social. Donc Emmanuel Michaud, je suis en charge effectivement du marketing dans le domaine de la santé, qui est un petit peu spécifique, voilà, qui a des contraintes que je vous expliquerai tout à l'heure. Merci à tous les deux. Donc, on retrouvera Romain et Emmanuel un petit peu plus tard dans la présentation. Concernant le modus operandi, je vous propose, évidemment, vous pouvez poser des questions. Je vous propose de les poser par écrit dans le chat ou de les garder à l'oral, plutôt sur la fin de la session pour être sûr qu'on déroule tout. Évidemment, s'il y a besoin d'une reformulation pendant mon exposé ou notre exposé, on pourra y répondre immédiatement. Alors, allons-y, sans plus attendre. De quoi on parle, de quoi on va parler? On va d'abord s'intéresser aux enjeux du contrôle documentaire. C'est important de savoir de quoi on parle et quels sont les enjeux. Et ensuite, on verra quels sont les outils modernes que vous pouvez utiliser avant de passer au cas d'usage, donc dans la banque, l'habitat et la santé. Alors tout d'abord, on va y aller en entonnoir, hein. L'enjeu numéro un, automatiser et accélérer les processus. Faire du contrôle documentaire avant de parler d'aller contrôler le document et la donnée, on va être dans des enjeux d'automatisation. C'est comme ça que sont nés ces outils-là.
Et on est un petit peu en train de copier finalement dans les services, et notamment dans les services financiers, on est en train de copier ce qui s'est passé depuis 100 ans, plus de 100 ans, dans l'industrie. Vous voyez, j'ai imagé par une chaîne de production avec des robots, des automatisations, qui sont, c'est vrai, pas mal en avance, que ce soit dans l'automobile, le textile ou autre. Et donc, dans le monde des services, on est en train, depuis quelques années, de rattraper ce léger retard. Et donc concrètement, bah, là, j'ai mis quelque chose qui 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 résume vraiment simplement comment ça peut fonctionner. Dans le monde des services, eh bien, vous avez un cas d'usage, très, basique avec un client usager ou patient qui, rentre dans un système d'entrée en relation ou d'onboarding via des justificatifs qu'il envoie, à une plateforme d'entrée en relation. Ces justificatifs ensuite vont être, et c'est ça la nouveauté depuis quelques années, contrôlés par un moteur de contrôle documentaire automatique. À la place d'avoir des personnes, des gens qui vont recevoir un papier ou le scanner et vérifier à la main, la véracité des données, eh bien, c'est toute la nouveauté, c'est d'avoir des automatismes qui vont faire ce travail. Alors, et ça en temps réel, c'est ça évidemment qui va faire gagner, l'automatisation, c'est fait pour ça. En temps réel et qui va donner rentrer donc le résultat des contrôles dans un outil de back-office pour valider. Et vous voyez la petite flèche vers le bas, c'est qu'on ne peut toujours pas aujourd'hui, sauf cas qu'on va voir plus loin, se passer d'opérateur de vidéocodage dans certains cas où la machine ne peut pas tout traiter. Parce que contrôler une pièce documentaire, un écrit, un papier, eh bien, il y a des choses que les machines aujourd'hui, même avec de l'IA, ne peuvent pas tout traiter. Et donc, il y a encore des cas où il faut de l'humain. À la base, ce sont des outils de contrôle, sont des outils qui proviennent de l'OCR et de la LADRAD, qui ont été upgradés. On a ajouté des fonctionnalités de contrôle, que ce soit dans la pièce elle-même ou interpièce dans un même dossier. Alors l'enjeu numéro 2, c'est évidemment bah, de limiter le coût de la fraude et s'assurer de l'identité des clients ou des usagers et de leurs droits. Alors, on rappelle ici quelques chiffres. Voilà, d'abord les cas d'usage, hein, usurpation d'identité, fraude au crédit, identito-vigilance pour le monde de la santé. Les cas d'usage sont sans fin. Et les chiffres peuvent donner le tournis, puisque la fraude documentaire, c'est un coût global d'environ 200 milliards de dollars à l'échelle mondiale. Donc, on ne parle pas de l'épaisseur du trait, on est sur un vrai phénomène de société, et société au sens la société, mais aussi des sociétés, des entreprises, parce que ça vient vraiment rôder leur productivité et leurs comptes. Alors il y a 2 familles, hein, il y a 2 grandes familles de documents, à contrôler, enfin de fraude possible. Il y a les documents falsifiés, où le document est modifié, un nom, une date, un montant, grâce à des logiciels de retouche. Et ils sont souvent imperceptibles à l'œil nu, mais peuvent être détectés grâce à des technologies justement d'identification qu'on va voir et de manipulation d'images et des contrôles de cohérence de données, qui peuvent s'appuyer sur des, solutions, des référentiels en open data qu'on verra aussi un petit peu plus tard. Et puis il y a les faux documents. Alors là, carrément, c'est je crée une pièce de toute pièce et nous avons aussi donc des technologies qui permettent, à base d'intelligence artificielle, qui permettent de les détecter. Donc évidemment, on parle de pièce d'identité, de justificatif de domicile, de bulletin de paye, d'avis d'imposition, de relevé de compte, de RIB, etc., etc. Un point important, c'est qu'il faut quand on parle de contrôle et de lutte contre la fraude, il faudra toujours avoir en tête techniquement 2 choses. Un, c'est vérifier l'authenticité du document, qui n'est pas la même chose que vérifier l'authenticité des données qui sont dans le document. C'est un point important à avoir en tête, qu'on reverra aussi un peu plus tard. Et l'enjeu numéro 3, c'est des obligations réglementaires, mais pas que. Parce qu'effectivement, donc le point 1, c'est qu'il y a des secteurs d'activité qui sont assujettis à des obligations réglementaires, d'avoir une connaissance actualisée de leurs clients, le fameux KYC pour les banques et les assurances, l'identito-vigilance pour la santé. Il y a à la clé des risques, des gros risques d'amende et des gros risques de réputation. Vous voyez la petite image que j'ai mise à droite, une fake news évidemment, mais réglementation KYC, la banque Tartampion épinglée pour non-conformité, une amende de 1,5 million d'euros. Et ça, c'est très courant et ça fait très mal. L'autre point à dire, c'est que donc il y a le réglementaire, mais pas que.
Et effectivement, on assiste à un accroissement des obligations qui s'appliquent de plus en plus à de plus en plus de secteurs, parce que les processus sont de plus en plus digitalisés. Donc de fait, comme vous recevez des pièces, numérisées, eh bien, vous allez avoir besoin de les contrôler avec des outils numériques. Et puis, il y a un autre point, c'est qu'il y a des branches professionnelles qui vont obliger, même si ce n'est pas une obligation réglementaire, qui vont obliger leurs adhérents à faire des contrôles. J'ai en tête un cas concret, récent chez Tessie, dans le monde des cordonniers, par exemple, où il va falloir vérifier des pièces. Voilà, donc ça paraît bizarre, mais c'est comme ça. J'ai un autre exemple récent et là personnel, réserver un hôtel, une catégorie d'hôtel un peu particulier qui n'a pas de réception. Donc quand vous arrivez, il n'y a personne pour vérifier qui vous êtes. Vous savez qu'on contrôle en général la pièce d'identité et autres. Eh bien, ça, il faut le faire en amont. Quand vous réservez, vous devez mettre votre pièce d'identité qui sera donc contrôlée par des outils parce qu'il n'y a plus personne d'humain dans l'hôtel pour le faire. Donc ça, ce sont les enjeux aujourd'hui sur le contrôle documentaire. Et pourtant, vous voyez, j'ai mis un chiffre. C'est une étude qu'on a fait l'année dernière avec le cabinet Marquès. Seuls 20% des banques ont adopté la détection automatique de fraude. Et pourtant, la banque est considérée comme étant à la pointe comparée aux autres secteurs. Donc vous voyez qu'on est au début de l'histoire. On est au début de l'histoire. Je faisais le lien avec l'industrie au tout début. Et vous voyez que dans les services, on est au début de l'histoire. On est en train de se professionnaliser collectivement sur le contrôle documentaire. Vous voyez ce qu'on appelle la friendly fraud. Les fraudeurs ne sont pas tous des pros. Hein. Vous voyez, j'ai pris un exemple que j'ai pris sur un forum sur Internet où on voit quelqu'un qui dit, moi voilà, j'ai besoin de financer mon permis de voiture. Et comme j'ai pas un salaire fixe et régulier, eh bien j'ai pris une feuille de paye de l'année dernière et puis moi j'ai un peu modifié sur Photoshop, voilà. Ça, il n'a pas l'impression d'être un fraudeur et pourtant c'est de la fraude et ça peut faire mal derrière. Et donc ça, il faut savoir le traquer. D'autant plus que même si tous les clients ne sont pas des fraudeurs professionnels, ils ont accès à des outils professionnels. Je prends l'exemple ici de Carrot Pay, qui est un site internet payant, où vous pouvez payer de toutes pièces une vraie fausse feuille de paye. Vous rentrez le nom de la société, son code SIRET, etc., la convention collective, et ça va vous créer une vraie fausse feuille de paye que vous allez pouvoir utiliser, évidemment, pour souscrire un crédit ou autre. Et ça va très loin, c'est-à-dire que, par exemple, les taux de cotisation chômage et autres sont les vrais taux de cotisation attachés à la convention collective que vous avez rentrée. Donc, ils ont tous les outils. Et donc, il est important pour nous d'être en constante innovation pour traquer ces fraudes. Voilà. Les fraudeurs ont toujours un coup d'avance. Avec tous ces outils-là, il est crucial pour nous de toujours innover, de toujours aller de l'avant pour rattraper les fraudeurs, même si dans ce film Catch Me If You Can, vous savez que le fraudeur à la fin se fait avoir, même s'il arrive à s'échapper finalement, mais il se fait avoir. Donc on peut avoir espoir qu'on peut traquer la fraude. Alors, rentrons maintenant dans les outils modernes à utiliser. Le petit mot qu'on peut se dire avant tout, c'est qu'il faut, pour résumer tout ce qu'on va se dire, c'est qu'il faut que vous vous assuriez que l'outil que vous allez choisir et le prestataire que vous allez choisir est un outil de contrôle documentaire CERP, C-E-R-P. Alors je l'écris toute pièce, hein, c'est juste pour que vous puissiez vous en rappeler. Alors le C, ça veut dire quoi? C'est complet. Il faut que cet outil ait un large corpus documentaire, c'est-à-dire qu'il puisse traiter un grand nombre de pièces différentes, de la carte d'identité jusqu'à l'avis d'imposition en passant par le bulletin de salaire, mais c'est sans fin. Une large reconnaissance des caractères et d'images. Ça, c'est très important. Ah, il y a quelqu'un qui a le micro ouvert. Des contrôles en nombre suffisant. C'est évidemment, plus vous allez avoir de points de contrôle dans un document, plus vous allez être efficace. Et puis, il faut que l'outil soit connecté à des bases externes pour aller vérifier. Par exemple, aller vérifier que l'adresse qui est indiquée dans un justificatif de domicile, par exemple, existe bien. Donc, on a des référentiels. En France, on a la chance d'avoir beaucoup de référentiels pilotés par l'État qui sont mis à disposition des entreprises. Eh bien, l'outil doit pouvoir se connecter pour aller vérifier ça.
Le E, c'est pour évolutif, être adaptable à vos règles métiers. Il faut que votre outil que vous choisissez puisse s'adapter à vos cas d'usage concrets, à votre métier. On y reviendra un petit peu après. Donc, il faut qu'il puisse ajouter de nouveaux documents. Vous avez un document qui sort de l'ordinaire, un mouton à 5 pattes. Il faut que votre prestataire puisse développer dans son outil de contrôle documentaire la reconnaissance et le contrôle de ce nouveau document. Et il faut que les moteurs de RADLAD et de machine learning soient évolutifs. C'est-à-dire que ça, c'est un point important qui fait que vous... évidemment, nous, Tessie, on est là pour externaliser, donc on vend de l'externalisation, mais de fait, il y a beaucoup de secteurs d'activité qui hésitent à externaliser et qui font plutôt en interne et qui se retrouvent finalement par lourdeur, par manque de budget et par silotage de leur organisation avec des systèmes qui deviennent obsolètes. Et donc, il faut veiller à ce que votre prestataire ait des moteurs qui soient en permanence évolutifs. Et puis, il faut que ce soit robuste, stable et capable de traiter de gros volumes. Il faut qu'on puisse traiter des millions de documents par an. Par exemple, Pôle emploi. Tessie travaille pour Pôle emploi, ce sont des millions de documents. Et il faut qu'il soit évidemment RGPD compliant. Et puis le P, c'est pour performant, avec de bons taux de catégorisation automatique. Il faut que l'outil puisse dire rapidement, immédiatement, en temps réel, ce document, je le reconnais, c'est un bulletin de salaire. Il faut qu'il y ait des bons taux de reconnaissance et d'extraction automatique, des lettres, des caractères qui sont à l'intérieur. Là aussi, la qualité des moteurs qui sont attachés à votre outil est déterminante. Et puis, il faut que tout ça aille très vite, avec une réponse immédiate des contrôles réalisés. Voilà, donc veillez à ce que l'outil de contrôle que vous choisissez avec votre prestataire soit SERP. Alors, comment ça marche? En gros, un outil de contrôle documentaire, les points clés de l'architecture d'un outil de contrôle documentaire, c'est quoi? D'abord, on va commencer par la couche du bas, les moteurs internes et externes. Donc, ce sont des moteurs, des outils qui vont faire, par exemple, en entrée du process, le contrôle de la qualité de l'image. Je ne peux pas contrôler un document, les données qui sont dans un document, si ce document, je ne peux pas le lire. Par exemple, si on m'envoie une photo de carte d'identité avec la photo du chat, il va falloir dire non, ça, c'est pas une tête d'humain, je ne peux pas aller plus loin. Si c'est flou, pareil. Donc, c'est premier type de moteur. Il y a des moteurs ensuite qui vont extraire le texte, lire, reconnaître tout ce qui est écrit, et puis catégoriser, donc comme je le disais tout à l'heure, être capable de dire « Ah ça, je reconnais que c'est un document de telle famille parce que le bloc adresse est à tel endroit, le bloc mention légale est ici, donc je sais d'expérience parce qu'on me l'a appris par machine learning, on m'a appris que ça, par exemple, c'est une facture EDF. » Des outils de face matching pour reconnaître en entrée, donc en onboarding pour contrôler l'identité, reconnaître que la personne dont on a reçu la carte d'identité est bien la même personne qui est devant son téléphone. Des outils de sémantique, vous vérifiez, enfin, savoir reconnaître des mots et le raccrocher à certains types de contrôles, être capable de reconnaître du cursif. On est capable, par exemple, chez Tessie, de reconnaître des factures, d'extraire, de contrôler des factures, vous savez, de cordonniers écrites à la main. Donc, il faut que les moteurs qui sont là, qui sont une succession d'outils, soit développés en interne chez votre prestataire, chez Tessie par exemple, soit qu'ils achètent, entre guillemets, à l'extérieur. Par exemple, chez Tessie, notre outil qui sert à la reconnaissance et au contrôle des pièces d'identité, c'est Electronic ID, qui sont très spécialisés là-dedans et qui sont, comme je le disais dans le SERP, en constante évolution. Ça garantit d'avoir toujours l'outil best in class. Voilà. La couche du dessus, c'est l'orchestrateur. Donc là, c'est une couche logicielle créée par votre prestataire qui va organiser et paramétrer les contrôles qui reposent sur les moteurs dont on vient de parler. Donc ça, c'est crucial, évidemment, c'est déterminant, parce que c'est avec ça que vous allez pouvoir adapter les contrôles à vos cas d'usage. D'accord? Et puis, il faut que cet orchestrateur soit souple et connecté ou connectable facilement via API à des bases externes et internes. Alors, interne, c'est vous, c'est les bases du client, la banque ou l'établissement de santé. Il faut que cet outil puisse, une fois qu'il a reconnu, il a lu et reconnu un document, dire « Monsieur Tartampion, je vais vérifier qu'il est bien dans les bases de données de mon client. » D'accord. Et je vais vérifier aussi en externe, à la base, si je reprends l'exemple de la base des adresses nationales, la BAN, je vais vérifier que cette adresse existe bien. Voilà. Donc,
En très schématique, voilà comment fonctionne un outil de contrôle documentaire. Et si on rentre un petit peu plus dans le détail, voici l'outil de Tessie, qui s'appelle Tessie Smart Control. L'outil de Tessie Smart Control, c'est un outil techno, mais je précise tout de suite, comme je le disais tout à l'heure, qu'il ne serait pas rien évidemment, mais il ne serait pas complet s'il n'était pas capable d'être complété par une intervention humaine. J'y reviens dans 2 secondes. D'abord, qu'est-ce que ça fait Tessie Smart Control? Eh bien, vous avez ici l'envoi des documents par vos clients ou par vous, ou voilà, par le client d'une façon générale, qui soumet des documents et qui rentre par la gauche du schéma. Par le contrôle qualité image que je mentionnais tout à l'heure, on va vérifier la résolution, les reflets, le flou, etc. Une fois que ça, c'est validé, si ce n'est pas validé, on va stopper tout de suite. On ne va pas aller consommer du jeton pour être technique et vous facturer des choses si la qualité d'image n'est pas suffisante. On va stopper net. Si ça passe, alors on va aller au typage, qui est donc la catégorisation automatique et le contrôle de la catégorie via des outils de sémantique et de machine learning. On va être capable de reconnaître que c'est tel type de pièce. Une fois que ça c'est fait, on va aller extraire les données. On va lire les données, les extraire, là aussi avec des outils de machine learning qui vont reconnaître les données, les différents caractères, savoir voir s'il y a une rupture de chaîne de caractères, etc. Une fois qu'on a extrait, on va contrôler, on va rentrer dans le cœur du moteur du contrôle, qui va être le contrôle de la validité d'abord. Je vais vérifier, l'outil va vérifier que cette pièce est bien valide en termes de date, de toutes les règles qu'on pourra lui donner, période de référence, par exemple si c'est un bulletin de paye ou si c'est un justice de domicile, et puis est-ce que le format des données est bien exploitable. D'abord, je contrôle la validité. Et ensuite, j'ai une couche de contrôle anti-fraude. Là, on va aller beaucoup plus loin, on va dire, je vais contrôler dans le document, est-ce que ça, c'est cohérent avec ça? Est-ce que ça, c'est cohérent avec ça? Et puis, je vais contrôler en interdocument. Mon client m'a envoyé plusieurs pièces dans son dossier. Un truc basique, déjà, c'est que je vais vérifier que le nom de la personne, c'est bien le même nom entre la pièce d'identité et son justice de domicile. C'est du basique, mais il faut le faire. Et ça, il y a d'autres contrôles interdocuments de la même nature. Et puis, ce que je disais il y a un instant, on va aller contrôler en se connectant à des bases externes et aux bases des SI de nos clients, pour vérifier l'exactitude de ces données. Et puis, on arrive au résultat, qui est synchrone, quasi immédiat, où on va donner le statut de contrôle, c'est OK, pas OK, et on va donner les données. On va vous fournir les données qui sortent. Et donc, je reviens sur la couche d'humain. Quand l'outil d'IA n'est pas en mesure de reconnaître, par exemple, une typographie ou qu'il n'arrive pas à lire quelque chose, alors nous avons des hommes qui sont capables, via des écrans de saisie, d'aller voir de visu le document et compléter les informations sur son PC. Voilà comment fonctionne un outil de contrôle documentaire, et en particulier celui de Tessie. Vous voyez qu'avec la techno et l'humain, c'est comme ça qu'on peut vous garantir un contrôle à 100%. Alors, je ne vais pas détailler tous les documents ici, mais veillez quand vous souscrivez, quand vous faites un partenariat avec un prestataire pour externaliser vos contrôles documentaires, veillez à ce qu'il ait un scope documentaire très étendu, le plus étendu possible. Tessie est connu pour ça. En justice d'identité, française, pas française, personne physique, personne morale avec le CABIS, les justifs d'adresse, les justifs fiscaux, justifs bancaires et tous les autres documents. Et surtout, veillez à ce que, et allez voir sur place, que votre prestataire est capable, dans un temps limité, je dirais, en fonction de la complexité du document, entre quelques jours et quelques semaines, pour rajouter un nouveau document qui vous est spécifique. Voilà, donc ce centre d'expertise pour ajouter de nouveaux documents, il est crucial, avec quelqu'un qui va vous accompagner et qui va apprendre à la machine à reconnaître votre document. Je donne un exemple ici avec le justif de domicile, la facture EDF. Donc voilà, il y a d'abord les extractions et le contrôle intra-pièce. On va contrôler la présence des informations, l'identité du titulaire, l'adresse, la date. On va vérifier la présence du 2D doc qui est sur toutes les factures EDF, donc le fameux QR code en bas à droite.
On va contrôler plusieurs points. Et puis, j'ai mis ici, j'ai masqué, en fait, sur la slide, des contrôles qui sont top secrets. J'y reviendrai. C'est important d'avoir des contrôles top secrets que vous développez pour votre client sur ce document spécifiquement, et il ne faut pas le dire à tout le monde. Donc, je pourrais vous le dire, on pourra vous le dire en one-to-one si vous voulez plus d'informations, plus de détails, mais il y a des choses qu'il ne faut pas dire, que vous avez développé, des contrôles développés spécifiquement sur un type de document. Et il ne faut pas le dire parce que, évidemment, eh bien, il y a des fuites, un jour ou l'autre, ça se retrouve à la connaissance d'un fraudeur et les gens vont le contourner. Voilà. Et puis, donc, il y a les contrôles externes, comme je le disais, je reprends l'exemple de la base adresse nationale, mais aussi le contrôle de certification de DDoC, le QR code qui est ici, avec notre filiale Certinia, qui est capable d'apposer des QR codes, mais évidemment, l'outil Smart Control est capable de le lire, et là, j'y reviendrai, on est sûr que le document est véridique. Et puis, il y a les contrôles interpièces. On va contrôler la cohérence avec sur l'identité vis-à-vis des autres justificatifs. Pareil pour l'adresse, etc. Alors, les appels aux bases externes, je vous ai parlé de la base des adresses, mais il y a aussi une base Swift où on va contrôler la validité, l'existence et la validité du BIC sur un RIB. La base infogreffe où on va aller valider l'existence d'un CABIS. Un partenariat avec Dow Jones sur la partie plus là spécifique à la LCBFT, la lutte contre le blanchiment. Donc là, on va vérifier les personnes politiquement exposées, le gel des avoirs, etc. Et puis, via le 2D-Doc, on est aussi connecté à la DGFiP, c'est-à-dire les impôts, pour aller vérifier les données plutôt de revenus. Je le disais tout à l'heure, gardez le secret sur certains contrôles. On a développé, par exemple, récemment des contrôles spécifiques sur un document. Il faut les garder entre nous, entre le client et vous, enfin, entre le client et nous, pardon. Et pour développer ces contrôles spécifiques, il est d'autant plus important d'être en relation de proximité avec vous. C'est parce que vous allez bien nous expliquer les détails de votre métier qu'on va être capable de dire, ah oui, donc sur ce document, pour traquer info, je peux développer un contrôle spécifique sur cette donnée de ce document ou en croisant avec tel autre document. Et donc, c'est pour ça qu'il faut être très proche de votre prestataire et lui ouvrir vos livres. Les performances, le P du CERP, vous vous rappelez, les performances, je vous donne ici des exemples des performances de Smart Control sur le bulletin de paye. C'est un exemple, on peut vous en donner d'autres en one-to-one. Vérifiez bien les taux de reconnaissance automatique et le temps de reconnaissance, entre 2 et 3 secondes par exemple, pour ce document. Taux d'extraction, 67 à 92%, parce que selon les champs dans le document, on va avoir des taux de performance différents. Il y en a qui sont plus faciles à extraire que d'autres. Et puis les contrôles intra- et interpièces inférieurs à 1 seconde. Vous voyez ici la liste des contrôles qui sont faits. Je ne vais pas tous les redétailler, mais ça concerne l'identité, le salaire, dénomination sociale, etc. Un point important qui est les règles métiers. C'est la face cachée du contrôle documentaire. C'est que voilà, on peut vous présenter tout ce que je viens de vous dire, mais dans la vraie vie, quand on va vraiment commencer à travailler ensemble pour implémenter un système de contrôle documentaire chez vous, on va rentrer dans la vraie vie, on va rentrer dans le dur et le diable se cache dans les détails. Le diable, c'est par exemple un client qui nous dit, ah, oui, mais moi, mes clients, passe par exemple, un concessionnaire automobile qui nous envoie pour un crédit un dossier. C'est un PDF où il y a tous les documents dedans. Il y a la carte d'identité, il y a le bulletin de salaire, etc., etc. Donc déjà, il va falloir être capable d'aller scinder ces documents, les reconnaître, les scinder, etc. Et ensuite, il y a des cas d'usage spécifiques. Par exemple, ah bah oui, mais moi, dans mon cas d'usage, si c'est un crédit avec un co-titulaire, donc il y a 2 titulaires, alors je ne vais pas demander 2 fois le justificatif de domicile, par exemple. Donc, si je l'ai dans un des documents, je ne vais pas le vérifier dans l'autre. Tout ce type de règles sont des règles à paramétrer ensemble et veiller à ce que l'outil que vous achetez soit bien souple et paramétrable. Ça, c'est quelque chose de très important quand on rentre dans la vraie vie. Et pour finir sur la vraie vie, testez. Testez avant d'acheter.
Je ne vais pas vous lister tous les détails techniques de notre IHM. On a une IHM spécifique à mettre à disposition de nos clients pour qu'ils puissent tester notre outil. Ça, déjà, c'est bien, c'est nécessaire. Vérifier qu'il y en a bien un, hein, qu'ils ne vous disent pas, bah oui, mais non, mais moi, c'est par API qu'il faut me l'envoyer, puis 2 jours après, je te donne le résultat. Non, vous avez une IHM où vous-même, vous êtes autonome, vous pouvez envoyer un document et voir directement s'il est lu, extrait, contrôlé de la bonne manière et dans quel délai. Et puis, très important aussi, vérifier que vous allez avoir vraiment des gens qui vont vous accompagner. J'ai mis ici réactivité des équipes techniques et disponibilité d'un expert parce que vous allez avoir des questions. Pourquoi ce document, il passe pas, etc. Donc, d'avoir quelqu'un qui sera vraiment disponible pour vous. Voilà en résumé les points forts d'un bon moteur de contrôle et en l'occurrence, pour faire un peu de promo, les points forts de Tessie Smart Control, extraction et contrôle des documents en temps réel, un large corpus documentaire, une bonne connectivité en API, mais aussi aux bases externes, je le reprends ici, meilleure performance d'extraction et de reconnaissance, donc un outil qui doit être performant. Au passage, il doit pouvoir traiter des PDF images et vectoriels, détail qui n'en est pas un, et puis une bonne IHM de test et un bon accompagnement pour les tests. Pour vous donner un petit peu de visualisation de tout ce que je viens de vous dire, j'ai une petite vidéo qui dure 2 minutes, vous voyez, c'est Smart Control qui fonctionne ici. Alors là, on est devant en fait le back-office, c'est comme si vous étiez, vous, utilisateur, et vous avez un client qui vous a envoyé une pièce. Donc voilà, ce client, on voit ses coordonnées, on voit son nom, et puis on va aller, alors là, la démo fait comme si c'est nous qui allons chercher la carte d'identité, par exemple, mais elle peut très bien être uploadée par le client directement et être intégrée directement. Donc là, l'exemple, je vais chercher la pièce, mais elle peut être automatiquement intégrée. Voilà, donc elle est intégrée, elle est vérifiée en contrôle. Smart Control, contrôle en automatique. Là, je vais chercher un autre document qui est le justificatif de domicile. Donc, par exemple, ici, une facture, je crois que c'est une facture d'un telco euh, qu'on va voir un peu plus tard. Donc là, le contrôle se fait aussi. Vous avez ici, vous voyez, c'est jaune pour la pièce d'identité. Ça veut dire qu'il y a un problème. Ici, ce n'est pas encore traité sur le justice de domicile, c'est en train de traiter en tâche de fond. Donc, je vois qu'il y a du jaune ici. Qu'est-ce qui se passe sur la pièce d'identité? Bien, en fait, je me rends compte qu'il manque le verso. Alors, vous voyez, au passage, toutes les données ici ont été rapatriées. Donc, ça a été lu, reconnu, extrait, les données sont données, sont redonnées. Et je me rends compte qu'il n'y a que le verso. Sur le justice de domicile, voilà, on voit qu'il n'y a pas de problème et on peut le vérifier. Et quand il sera mis à jour, il passe en vert. Vous voyez, il passe en vert, il est OK. Là, ma pièce d'identité est toujours en jaune, mais je vais pouvoir, parce que, par exemple, je l'ai reçu par email, j'ai appelé le client qui me l'a envoyé en parallèle, je vais pouvoir forcer le système, en tant que moi, opérateur de back-office, et je vais le valider. Vous voyez ici, je clique sur valider, et ça va valider automatiquement le document, comme si j'avais bien eu le verso, même si je ne l'ai pas eu en réalité. Voilà un rapide overview de l'outil Smart Control dans la vraie vie quand vous utilisez le back-office. Hop. Pour terminer cette partie, avant de passer au cas concret, au cas d'usage concret, l'avenir, les tendances, vers où on va. The electric light did not come from the continuous improvement of candles. Oui, c'est pas en faisant évoluer en permanence les outils tels que je viens de vous décrire, qui sont très bien, qui sont up-to-date, qui fonctionnent très bien. Mais ce n'est pas en les faisant évoluer ad vitam aeternam qu'on va changer la donne. On va changer la donne en changeant la technologie. Donc ici, j'ai un tableau comparatif où j'ai mis les moteurs universels de contrôle documentaire, c'est ce que je viens de vous présenter. Voilà. Les points forts, c'est un large corpus, facilement activable, faible coût unitaire. Les cas d'usage particulièrement adaptés, ce sont des usages très larges, comme on l'a vu, plein de documents. Et puis, on peut le compléter par une action humaine qui garantit un niveau de confiance à 100%. Mais on peut aller plus loin. On peut aller plus loin, par exemple, avec l'open data. L'open data, c'est je vais chercher le document à la source. C'est-à-dire, au lieu qu'on m'envoie le justificatif de domicile, je vais dans les bases d'EDF le chercher, et comme ça, je suis certain que c'est le bon. Donc, il fournit le document et les données. Donc, je peux tout traiter.
Le cas d'usage, c'est des parcours et de population adaptés à la fourniture des identifiants chez les fournisseurs. Il va falloir quand même que le client accepte de donner ses mots de passe pour nous donner accès aux bases, par exemple, d'EDF. Tout le monde n'est pas d'accord, mais les taux d'acceptation sont en bonne progression. On est passé de 30 à 50% en 18 mois, et c'est très efficace sur les justificatifs de domicile. Le 2D doc, je l'ai évoqué tout à l'heure, le 2D doc, très haut niveau de confiance, facilité de lecture, hein, on va scanner juste le 2D, et ça nous dit que ce document, eh bien, toutes les données qui sont dedans sont bonnes parce que, de toute façon, ça n'a pas pu être fraudé. Alors, c'est très bien pour les documents critiques et complexes, avec des multiples données, une attestation Covid, une carte de mutuelle, etc. Et il y a quand même un intérêt nécessaire de la part de l'entreprise émettrice, parce que il va falloir qu'elle appose ce 2D doc, et ça a un petit coût. Et puis, on pourrait tenter de dire le Graal, la blockchain. La blockchain, c'est, alors là, je vais carrément même pas avoir le document, je vais avoir la certitude que ce document existe bien quelque part, et via un hash, on va me dire, oui, ce document, il est bien existant, et il est certifié dans nos bases. Là, j'ai la certitude. C'est une technologie d'avenir, donc c'est vers ça qu'on va. Et aujourd'hui, alors c'est centré sur quelques facturiers, hein, c'est un peu le point faible aujourd'hui, c'est pas complètement généralisé, sur des justificatifs de domicile et des bulletins de salaire dans les coffres-forts électroniques. Mais il faut noter quand même que ça nécessite un OCR pour contrôler les données. Parce que c'est pas parce qu'on me garantit que ce document existe bien dans telle base que c'est bien le document de Monsieur Tartampion. Je vais donc être obligé, après, de faire un contrôle à la mode moteur universel. C'est là que je voulais en venir quand je vous disais tout à l'heure que le meilleur contrôle documentaire, c'est de ne pas faire de contrôle. Là, la blockchain permet de ne pas faire de contrôle en théorie, mais en fait, puisque ce document, même si on est certain qu'il existe et qu'il est bon, il faut quand même aller contrôler qu'il correspond à la bonne personne. Un cas d'usage sur l'open data, on a intégré, vous voyez, avec un partenaire qui s'appelle MyTrust, on a intégré dans un processus de remédiation KYC, où on va aller chercher directement chez EDF, chez Orange, chez SFR, les documents du client. Et puis un cas d'usage sur le 2D doc, sur EDF. Donc, je vous le passe rapidement. C'est donc une technologie de flashcode qui permet de lutter contre la contrefaçon, renforcer l'identification, et c'est des données vérifiables facilement, notamment via une application mobile. Mais ça a ses limites parce que ça engendre un coût, comme je vous le disais. Il faut que l'entreprise émettrice du QR code paye à chaque fois qu'elle en appose un. Il faut donc qu'elle ait un intérêt. Par exemple, apposer un QR code sur un RIB, ce serait génial. Ça permettrait alors, il y a des solutions pour vérifier la véracité d'un RIB. Il y a des prestataires spécialisés là-dedans pour vérifier la véracité d'un RIB et vérifier que ce RIB correspond bien à telle personne. Ça existe. Mais ce serait encore plus simple s'il y avait un QR code sur les RIB. Or, les banques aujourd'hui ne l'ont pas fait. Voilà, donc il faut soit qu'il y ait une obligation, on va dire étatique, soit qu'elle ait un intérêt parce que l'entreprise elle-même revoit ce document revenir chez elle. Par exemple, une facture EDF, EDF revoit la facture passée dans certains processus, et donc c'est très utile pour elle d'avoir un 2D doc. À noter que Tessie a une filiale qui s'appelle Certinia, qui est spécialisée donc dans cette technologie, et qui a notamment, par exemple, mis les certificats de tests antigéniques sur antigénique Covid pendant la période de pandémie. Voilà, j'en ai terminé sur cette partie. On va rentrer dans les cas d'usage. On est dans le timing, donc on va commencer par un cas d'usage dans la banque, avec ici un exemple avec Arkéa. C'est vraiment un exemple parmi d'autres, hein. Je vais en citer qu'un exemple, mais vous voyez, donc c'est un cas d'usage d'entrée en relation, où on va donc on a mis en place Smart Control, et où on va donc uploader les documents, tout type de format. On fait ensuite le contrôle de qualité d'image, comme je vous le disais, pour traiter et nettoyer l'image en pré-OCR. On va typer et catégoriser automatiquement le document. On va faire la lecture, la LAD et l'extraction OCR, de l'analyse sémantique et le machine learning. On va contrôler la validité, comme je vous le disais, la période de référence. On va contrôler les contrôles antifraude sur le document, entre les différents documents, en appelant les bases externes, Infogreffe, Altares et autres. On va faire des contrôles métiers, ça j'en ai pas parlé, par exemple des balances carrées
sur un document de bulletin de salaire, par exemple, on va vérifier que les calculs sont bons. Ça paraît basique, mais il faut quand même le faire. Le fraudeur peut s'être trompé dans une virgule ou autre. On va vérifier ce type de cohérence et voilà, donc tout ça, en moins de 10 secondes sur chaque document. Les bénéfices pour le client, bon, c'est du temps réel, évidemment, ça lutte contre la fraude et puis, je vous le disais en intro, hein, c'est une meilleure efficience du parcours client. Tout ça, à la base, ce sont des outils qui ont été faits pour automatiser et fluidifier les parcours clients. Je passe la main à Romain pour nous donner un exemple dans l'habitat. Oui, merci Jean-Christian. Effectivement, quelques exemples très concrets de cas d'usage dans l'habitat social parce que finalement, les acteurs de l'immobilier et plus particulièrement de l'habitat social sont confrontés à des processus dans lesquels ils ont besoin et l'obligation de faire un certain nombre de contrôles documentaires. Alors, 3 exemples ici de processus. Évidemment, tout ce qui va concerner le contrôle et le traitement des demandes de logements sociaux pour lesquels on va avoir besoin de contrôler une pièce d'identité, on va avoir besoin de contrôler un avis d'imposition, on va avoir besoin de contrôler potentiellement une fiche de paye. Alors, euh, euh, évidemment, l'intérêt, c'est de le faire avec une certaine rapidité, une certaine automatisation, parce que on ne peut pas aujourd'hui faire attendre le locataire ou le futur locataire plusieurs jours, plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Donc, il faut essayer d'avoir cette instantanéité pour pouvoir délivrer la réponse le plus rapidement possible. Dans un contexte, je le pose très rapidement, où aujourd'hui, le locataire, dans un parc social ou non d'ailleurs, recherche de plus en plus d'instantanéité et de rapidité auprès de son bailleur dans les réponses qui lui sont données. Donc évidemment, quand on fait une demande de logement social, on a besoin d'avoir rapidement une réponse, qu'elle soit positive ou négative. 2 autres processus très spécifiques au logement social, les enquêtes locataires, qui sont des enquêtes qui sont menées de manière annuelle ou biennale par les bailleurs sociaux. Ce sont en fait des enquêtes qui soit finalement viennent vérifier que les locataires actuels du parc social sont toujours en droit, entre guillemets, de bénéficier d'un logement social. C'est ce qu'on appelle les enquêtes SLS, supplément de loyer de solidarité. Donc, en fait, on vient vérifier tous les ans que le locataire n'expose pas les plafonds d'accès au logement social avec des revenus qui auraient évolué. Et donc, on a besoin de faire simplement un contrôle, par exemple, de l'avis d'imposition ou de l'avis de non-imposition. Donc, on vient venir contrôler que finalement le montant déclaré est toujours permet toujours au locataire de bénéficier de ce logement social. À côté de ça, on a les enquêtes dites OPS, occupation du parc social, qui sont plutôt des enquêtes qui permettent des statistiques tous les 2 ans qui sont remontées au ministère. Et là, on va plutôt contrôler, ou en tout cas demander aux locataires la situation familiale, marié, pacsé, divorcé, des enfants, etc. Donc, on va venir aussi contrôler, par exemple, des actes de mariage ou des actes de Pacs, par exemple. Donc, on va avoir besoin ici de contrôler ces documents-là dans le cadre de ces enquêtes. Là aussi, il y a à la fois un enjeu sur le contrôle de ces documents, c'est ce qu'expliquait Jean-Christian, mais il y a aussi une notion de multicanalité et de multiformat de ces documents, parce qu'évidemment, un locataire peut être plus ou moins aguerri au digital, et donc il faut être capable à la fois de fournir des solutions qui vont permettre de déposer des documents nativement numériques, d'accord, ou de contrôler des documents qui sont simplement déposés en agence par le locataire qui vient déposer son avis d'imposition dans le cadre de ces enquêtes. Donc, il faut être capable aussi d'avoir des solutions qui sont en capacité de contrôler plusieurs typologies de formats nativement numériques, numérisés ou papier. Il en va de même pour les attestations d'assurance, un contrôle qui est réalisé tous les ans par le bailleur qui doit simplement s'assurer que le locataire dispose bien d'une assurance habitation à jour. Et là, on va demander au locataire
d'adresser une attestation d'assurance. On va y contrôler le pavé, enfin les éléments de nominatifs, nom, prénom, et également les éléments liés aux dates de l'assurance. Et c'est là, pour finir et faire le point avec le lien avec ce que disait Jean-Christian, c'est là où il y a un intérêt à aller vers des logiques d'open data où on va pouvoir aller chercher à la source les attestations d'assurance et faciliter ces contrôles auprès des locataires et même en fait, éviter aux locataires de faire presque la moindre action. On va juste lui demander son consentement à aller recueillir l'attestation à la source et on va aller chercher cette attestation directement pour contrôler finalement la validité de cette attestation. Donc voilà quelques cas d'usage dans le monde de l'habitat social qu'on vient accompagner avec, à la slide suivante, Jean-Christian, un dispositif complet de collecte en multicanal de tous ces documents au travers de portails en ligne, d'extranet ou même au travers d'envois mail qui peuvent être réalisés par les locataires. Et on va rentrer dans finalement ce que décrivait Jean-Christian en matière d'outils, techno et de services complémentaires back-office humain pour pouvoir faire l'ensemble de ces contrôles. Soit le contrôle est bon et finalement on a le check et le processus est terminé, soit on va demander au locataire de renvoyer des justificatifs, de renvoyer des documents, ou on va aussi gérer pour vous les relances qui sont faites auprès des locataires. Ce qui est très intéressant dans le dispositif qu'on met en place, c'est que vous le voyez sur la partie droite où c'est marqué bailleur avec l'encadré en vert, vous avez le référentiel locataire, puisque ce qui est extrêmement important, c'est de venir récupérer évidemment la situation actuelle des locataires. Est-ce qu'on a bien été contrôlé que Jean-Christian Valette, sur l'appartement B01 de la résidence métropolitaine, on lui a bien fait son contrôle? Oui, non, et ça, c'est votre référentiel interne qui va nous donner cette information. Si l'information si on nous renvoie un non, et dans ce cas-là, on déclenche le contrôle. Donc voilà un dispositif vraiment en quelques mots de ce qu'on peut mettre en place pour vous aider à collecter rapidement ces pièces et à les contrôler de manière la plus automatique et la plus rapide possible. Merci Romain, très complet. Je passe la main à Emmanuel sur la santé. Oui, alors dans la santé, la finalité n'est pas tout à fait la même, encore que, mais par contre, la santé bénéficie de toute l'expérience cumulée dans la banque, dans l'assurance, dans l'immobilier, comme mes collègues vous l'ont expliqué. Je disais que la finalité n'est pas tout à fait la même, c'est qu'effectivement, on est plus dans une logique de vérification, de récupération de données administratives et d'identité qui permettent ensuite de gérer un dossier patient. Alors la différence entre un patient et un client d'une banque, par exemple, sans aucun jugement de valeur, c'est que si on se trompe sur un dossier de crédit, c'est très ennuyeux pour tout le monde, mais c'est pas mortel. Alors que si on se trompe dans un dossier patient, si on fait, parce qu'on a confondu à cause d'une homonymie une personne et qu'on intervertit son dossier patient, effectivement, ça peut avoir des conséquences très, très graves. Donc, on est dans un processus qui va chercher à valider, à croiser, à vérifier autant que possible toutes les informations que l'on peut récupérer sur un patient dans la phase de pré-consultation. Vous avez pris un rendez-vous à l'hôpital, finalement, on a tous cette expérience du bureau des entrées, de l'accueil de l'hôpital, où on fait la queue dans une salle d'attente. On rentre dans un bureau avec une dame qui nous demande tout un tas de papiers dont on ignorait l'existence, et c'est relativement complexe à gérer. Et donc tout le processus que l'on a mis en place pour le compte de plusieurs de nos clients, c'est un processus qui permet de collecter ces documents, de les vérifier, d'en extraire les données, de vérifier ces données, de les croiser entre elles pour pouvoir alimenter le dossier administratif et médical de la personne qui se présente à l'hôpital. Voilà. Donc c'est souvent un process, encore une fois, on l'a tous vécu personnellement, c'est assez une grande insatisfaction pour les usagers d'avoir à donner des photocopies de documents qu'on a l'impression que l'administration a déjà. C'est assez perturbant pour les services parce que finalement eux-mêmes, un bureau des entrées à l'hôpital, ils redemandent des documents, il y a des files d'attente à gérer, il y a de la pression, il y a des risques pour le personnel physique. Il y a eu des agressions, entre autres, quand il y avait vraiment trop de surcharge dans les bureaux des entrées. Il y a eu des agressions physiques du personnel, etc. C'est toujours un petit peu embêtant. Et puis, il y a un risque qu'on appelle d'identito-vigilance,
ce qui est un risque pénal pour l'hôpital, pour le médecin, pour le personnel administratif, donc de bien faire en sorte que on a bien affaire au bon patient et qu'on soigne le bon patient. Voilà. Et tout ça, ça a des coûts extrêmement élevés. Et donc dans la santé, c'était important de réduire cette charge administrative pour mettre l'argent de la santé plutôt sur la santé plutôt que sur l'administration. Alors on a deux problématiques, hein, dans le domaine de la santé. On a le problème de l'identité nationale de santé qui est composée d'un numéro, notre numéro de sécurité sociale pour faire simple, et d'un certain nombre de traits d'identité, c'est-à-dire votre date de naissance, vos différents prénoms, votre date de naissance, votre nom de naissance, de jeune fille, comme on disait avant, etc., qui permettent de s'assurer qu'on a bien affaire à la bonne personne. Alors, toutes ces informations, on va les récupérer dans un certain nombre de supports, qui peuvent être votre carte d'identité, qui peuvent être votre carte d'assuré social, qui peuvent être etc. Tout document qu'on vous demandera. Donc, on les vérifie, on les extrait et on les compare éventuellement à des bases externes. Puis on a un deuxième sujet, c'est qu'en fait, un hôpital, quand il vous accueille, il faut qu'il facture sa prestation, il faut qu'il la facture à l'assurance maladie, à la sécurité sociale, hein, euh, comme on dit dans le langage courant, et puis il faut qu'il la facture aussi à votre mutuelle, et le reste à charge, il doit vous le facturer à vous. Et donc, on doit récupérer des informations sur votre mutuelle, sur votre caisse d'assurance maladie, etc. Et donc, pareil, il faut récupérer ces documents, pouvoir les vérifier, pouvoir en vérifier la cohérence, la validité, et le faire de façon très fluide dans un parcours patient qui est proposé sur Internet. Alors, on a tu j'ai pas la main, On n'a voilà. peut-être pas le Au temps d'en faire 2, je sais pas, à toi de voir, je termine, bon aussi, ouais, en fait, donc c'est un groupement d'hôpitaux qui est autour de Metz, en Lorraine, qui a mis en place justement tout un portail qui permet à un patient de faire depuis chez lui le téléchargement des informations, remplir les formulaires nécessaires et le faire de façon très simple et puis juste l'autre exemple qui est un groupe de cliniques privées qui a mis depuis 2017 en fait l'ensemble de notre outil Smart Control pour vérifier toutes les pièces qui traversent, qui sont dans les cliniques. Voilà, donc RAMSey. Voilà. très bien. Très bien, très complet. Merci Emmanuel. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'on a reçu des questions ou pas? J'ai pas vu le chat.